Vous pensez à cette personne, tous les jours, parfois le matin, parfois avant de vous endormir, parfois même au milieu d'une conversation avec quelqu'un d'autre. Et le plus perturbant, c'est que vous n'avez jamais rien vécu de concret ensemble. Peut-être un regard qui s'est attardé un peu plus longtemps, une conversation qui a semblé signifier beaucoup plus. Un moment, suspendu dans l'air, mais jamais de relation, jamais de déclaration, jamais de vrai baiser. Et malgré tout, cette personne occupe plus de place dans votre esprit que des gens qui ont réellement partagé votre vie. Carl Jung a découvert pourquoi cela arrive. Il y a plus d'un siècle, et Andrew Huberman a validé la neuroscience derrière cela. Dans son laboratoire à Stanford, ce que vous allez entendre va complètement changer votre façon de comprendre ce phénomène. Parce que ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas de la folie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe dans votre psyché et dans votre cerveau. Il existe un terme que le psychothérapeute jungien James Hollis a créé pour décrire cela. Il l'a appelé l'autre magique, l'idée qu'il existe une personne, faite pour nous, une âme sœur, qui va réparer les blessures de notre histoire personnelle. Et voici la partie que personne ne vous raconte. Cette personne, que vous n'arrivez pas à oublier, n'a probablement jamais été elle-même, dans votre esprit. Elle a été un réceptacle pour quelque chose que Jung a appelé la projection de l'anima ou de l'animus. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie, avant de continuer. À l'intérieur de chaque homme, il existe une image féminine inconsciente que Jung a appelée l'anima. À l'intérieur de chaque femme, il existe une image masculine inconsciente qu'il a appelée l'animus. Ces images sont composées d'expériences de l'enfance, d'archétypes collectifs, de mémoires émotionnelles et de tout ce que vous n'avez jamais développé consciemment, en vous-même. Jung a été encore plus précis. Il a cartographié 4 étapes de l'anima. La première étape, il l'a appelée Ève, l'image de la femme, comme objet biologique, instinctif, lié à la sexualité pure. La deuxième étape, il l'a appelée Hélène, la femme romantique, esthétique, l'image de la beauté et du désir, qui inspire une passion dévorante. La troisième étape, il l'a appelée Marie, la femme spiritualisée, la mère divine, la figure de pureté et de dévotion. Et la quatrième étape, la plus élevée, il l'a appelée Sophie, la sagesse féminine, le guide intérieur, le pont vers le soi. Et voici quelque chose que peu de gens comprennent. Quand vous êtes obsédé par quelqu'un qui n'a jamais été à vous, vous êtes généralement coincé. Dans l'une des premières étapes, Ève ou Hélène, l'image que vous projetez est chargée de désirs, de fantasmes romantiques, d'une intensité qui semble écrasante. Mais ce n'est pas de l'intégration, c'est de la projection. Et la projection vous maintient prisonnier. L'animus masculin suit un schéma similaire. Les premières étapes sont plus primitives, plus liées au pouvoir, à la protection, à la force. Les étapes supérieures évoluent vers la sagesse, la profondeur, l'intégration spirituelle. Et voici le problème. Quand vous rencontrez quelqu'un qui semble incarner cette image interne, quelque chose de magique se produit. Vous ne voyez pas la personne réelle. Vous voyez la projection. Vous voyez l'autre magique. Et votre cerveau réagit, comme s'il avait trouvé quelque chose d'essentiel à votre survie psychologique. Une étude publiée dans Nature Communications Psychology en 2024 a montré que les schémas d'attachement sont transmis à travers les interactions mère-enfant, médiatisées par l'ocytocine. Cela signifie que la façon dont vous vous êtes attaché dans l'enfance a littéralement façonné les circuits neuronaux qui déterminent à qui vous allez vous attacher dans la vie adulte et, plus important encore, à façonner sur qui vous allez projeter votre autre magique. Huberman a expliqué dans l'épisode numéro 59 du Huberman Lab quelque chose qui valide cela neurologiquement. Il a dit que les circuits neuronaux pour l'attachement entre l'enfant et le soignant sont réutilisés pour l'attachement romantique,
Plus tard dans la vie, ce ne sont pas des circuits séparés, ce sont les mêmes circuits. Et cela explique pourquoi vous pouvez sentir que cette personne, qui n'a jamais été à vous, est absolument essentielle, parce que pour votre cerveau, elle a activé les mêmes circuits que votre premier soignant a activés. Mais calmez-vous, parce que ce qui vient maintenant est encore plus révélateur. Huberman a également parlé de quelque chose qu'il a appelé la délusion positive, la croyance que seulement cette personne peut me faire ressentir cela. Et il a dit que cette délusion positive est prédictive d'un attachement de long terme. En d'autres termes, plus vous croyez que seule cette personne peut vous compléter, plus votre cerveau s'attache à elle. Et voici l'ironie brutale. Vous pouvez avoir cette délusion positive envers quelqu'un que vous n'avez jamais vraiment connu, quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu de relation réelle, parce que la délusion n'est pas à propos de la personne, elle est à propos de l'image que vous avez projetée sur elle. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez une femme qui a eu un père absent émotionnellement, présent physiquement, mais jamais vraiment disponible, jamais à l'écoute, jamais validant, n'offrant jamais la sécurité émotionnelle dont chaque enfant a besoin. Cette femme grandit et son animus, son image masculine intérieure, reste sous-développée dans le domaine de la sécurité émotionnelle. Maintenant, elle rencontre un homme, peut-être à l'université, peut-être au travail, peut-être lors d'une soirée. Il n'est pas particulièrement beau, il n'est pas particulièrement bien réussi, mais il a quelque chose, une présence calme, une sécurité apparente, une façon de regarder qui semble dire « Je te vois ». Et c'est parti. La projection se produit. Elle ne voit pas cet homme. Elle voit la partie du père qu'elle n'a jamais eue. Elle voit la sécurité qu'elle a toujours recherchée. Elle voit la validation dont elle a toujours eu besoin. Et si cet homme ne s'approche jamais vraiment, s'il n'y a jamais de relation réelle, la projection reste intacte, parfaite, inaltérée par la réalité. Et cette femme peut passer des années, des décennies même, à penser à cet homme qui n'a jamais été à elle, parce que ce n'est pas un homme dans son esprit, c'est l'incarnation d'un besoin psychologique, jamais satisfait. Cela arrive aux hommes aussi, avec la même intensité, parfois même plus. Jung l'a écrit de manière directe. Il a dit qu'un homme va tomber amoureux d'une femme qui incarne son image d'anima. Une femme va choisir un partenaire qui porte sa projection d'animus. Et le problème, c'est que cela se produit automatiquement, inconsciemment. Vous ne choisissez pas de projeter. Vous projetez simplement. Et quand vous projetez sur quelqu'un qui n'a jamais été à vous, quelque chose d'encore plus complexe se produit. Votre cerveau n'a pas la réalité de la relation pour déconstruire le fantasme. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a pas de désillusion. Il n'y a pas de moment où la personne a montré son côté humain imparfait. L'image reste parfaite. Et une image parfaite est beaucoup plus addictive pour le cerveau qu'une personne réelle. Des chercheurs en 2024 ont découvert quelque chose de perturbant à propos de la rumination. Les personnes qui ont tendance à ruminer, c'est-à-dire à penser répétitivement aux mêmes choses, ont des différences structurelles dans une région du cerveau appelée le précuneus. Cette région est intimement liée à d'autres zones cérébrales impliquées dans la mémoire, l'autofocalisation et l'attention. Traduisons cela pour notre sujet. Quand vous ressassez cette personne qui n'a jamais été la vôtre, vous ne faites pas que vous souvenir d'elle. Vous activez des circuits d'autoréférence, de mémoire, de signification personnelle. Et chaque fois que vous activez ces circuits, ils se renforcent. La neuroplasticité travaille contre vous. Vous entraînez littéralement votre cerveau à penser à cette personne. Et il y a un autre élément que Carl Jung a découvert et qu'Andrew Huberman a validé.
Jung parlait de ce qui se passe quand nous projetons notre anima ou notre animus sur quelqu'un. Il disait que tant que la projection existe, nous ne voyons pas la personne réelle. Nous voyons notre fantasme. Nous voyons ce que nous avons besoin de voir. Et ce fantasme a une fonction psychologique profonde. Il représente des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas développées. Laissez-moi vous donner un exemple pour que ce soit clair. Disons que vous êtes une personne très rationnelle, très contrôlée, très logique. Votre anima ou votre animus peut représenter exactement l'opposé. La spontanéité, l'émotion libre, le flux créatif. Et quand vous rencontrez quelqu'un qui semble incarner ces qualités, vous projetez sur cette personne toutes les parties de vous qui sont restées sous-développées. Et voici la partie cruciale. Vous ne tombez pas amoureux de la personne. Vous tombez amoureux des parties perdues de vous-même que vous voyez en elle. Cela explique pourquoi vous pouvez être complètement obsédé par quelqu'un que vous connaissez à peine. Pourquoi vous pouvez passer des années à penser à quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu de relation. Pourquoi l'intensité de ce que vous ressentez semble disproportionnée par rapport à ce qui s'est réellement passé entre vous. Parce que ce n'est pas à propos d'elle. Ça n'a jamais été à propos d'elle. C'est à propos de vous. À propos des parties de vous que vous avez projetées sur elle et qui semblent maintenant hors de votre portée. Et voici quelque chose que je dois vous raconter avant de continuer. Il existe un phénomène neurologique appelé le Default Mode Network, ou réseau du mode par défaut. C'est un réseau de régions cérébrales qui s'active quand votre esprit vagabonde, quand vous n'êtes pas concentré sur une tâche externe, quand vous êtes en mode automatique. Et vous savez ce que fait le Default Mode Network? Il génère des pensées autoréférentielles, des pensées sur vous, sur votre identité, sur votre passé, sur vos relations. C'est le système qui crée le récit de votre vie pendant que vous ne faites pas attention. Et voici le problème. Quand vous projetez votre anima ou votre animus sur quelqu'un, cette personne devient une partie de votre récit identitaire. Elle devient une partie de l'histoire que vous racontez sur vous-même. Et le Default Mode Network n'arrête pas d'activer ce récit répétitivement. Des chercheurs ont découvert que chez les personnes atteintes de rumination chronique, le Default Mode Network a une connectivité augmentée avec le cortex préfrontal subgénual, une zone associée à l'autocritique et à la pensée négative. Cela signifie que quand vous ressassez cette personne qui n'a jamais été la vôtre, votre cerveau ne fait pas que se souvenir. Il connecte cette personne à votre identité, à votre récit personnel, à votre sens de qui vous êtes. Et plus vous faites ça, plus cette connexion devient forte. Une étude de 2024, publiée dans la revue Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience, a montré que l'inquiétude et la rumination sont codifiées de façon similaire dans le cerveau. Ils ont identifié des clusters au sein de réseaux cérébraux impliqués dans la pensée autoréférentielle et la récupération de mémoire. Cela signifie que quand vous ressassez cette personne, votre cerveau fait quelque chose de très spécifique. Il connecte cette personne à des mémoires significatives et à votre propre identité. Et voici ce qu'Andrew Huberman expliquerait à ce sujet. Le cortex préfrontal dorsomédial, ou DMPFC, est une région du cerveau qui est impliquée dans les pensées sur soi-même et sur les autres. Des chercheurs ont découvert que la connectivité dynamique avec cette région est un marqueur de rumination. Plus cette connexion est active, plus vous avez tendance à rester coincé dans des pensées répétitives. Et vous savez ce qui active aussi cette région? Les pensées sur les relations, sur les personnes significatives, sur l'amour. Alors, quand vous ressassez cette personne qui n'a jamais été la vôtre, vous renforcez littéralement les connexions neuronales qui maintiennent cette pensée active. Vous créez une boucle. Et les boucles neuronales sont extrêmement difficiles à briser une fois qu'elles se sont établies. Mais voici la partie que personne ne vous raconte. Et c'est là que Carl Jung devient essentiel. Jung disait que quand nous retirons les projections et que nous rencontrons l'autre tel qu'il est réellement, alors l'amour peut commencer. Pas un amour basé sur l'illusion, mais un amour de présence. Ce n'est pas romantique au sens cinématographique. C'est plus profond. C'est un amour qui sait « je te vois », pas comme mon fantasme, pas comme mon salut,
mais comme une âme traçant son propre chemin. Et c'est la clé pour se libérer. Ce que vous ressentez pour cette personne qui n'a jamais été la vôtre, ce n'est pas de l'amour pour la personne, c'est de l'amour pour les parties projetées de vous-même. Et la guérison ne vient pas du fait d'obtenir cette personne. La guérison vient du fait de retirer la projection et d'intégrer ces parties en vous-même. C'est ce que Carl Jung appelait l'intégration de l'anima ou de l'animus. Il disait que cette intégration est le chef-d'œuvre de l'individuation. Elle vient après le travail avec l'ombre. C'est plus profond, plus subtil et plus élusif. Et quand vous arrêtez de chercher votre âme sœur chez les autres et que vous commencez à développer une relation avec votre opposé interne, quelque chose de paradoxal se produit. Vous devenez capable de relations plus authentiques et satisfaisantes avec des personnes réelles. Laissez-moi traduire ça en neurosciences. Quand vous projetez sur quelqu'un, votre cerveau crée un circuit de récompense associé à cette personne. Chaque fois que vous pensez à elle, il y a une petite libération de dopamine. Pas parce qu'elle vous a donné quelque chose de réel, mais parce que le fantasme active le système de récompense. Et les fantasmes parfaits activent le système de récompense de façon plus consistante que les réalités imparfaites. Le docteur Anna Lembke, qui a participé au Huberman Lab, a expliqué que la dopamine est à propos de vouloir, pas à propos d'avoir. Vous pouvez rester coincé dans une boucle de vouloir quelqu'un que vous n'aurez jamais précisément parce que le vouloir maintient la dopamine qui coule. Et voici la partie cruelle. Obtenir la personne briserait l'enchantement. Parce que là, vous auriez la réalité. Et la réalité ne correspond jamais à la projection. Jung a vu ça arriver des centaines de fois chez ses patients. Des personnes qui ont finalement obtenu l'objet de leur obsession et ont découvert que la personne réelle était complètement différente de l'image projetée. La passion meurt, l'enchantement disparaît, et ils se demandent ce qui est arrivé à ce sentiment envahissant. Ce qui est arrivé, c'est que la projection a été forcée de se confronter à la réalité. Et les projections ne survivent pas au contact prolongé avec le réel. Alors, que faites-vous avec cette information? Premièrement, vous devez comprendre que ce que vous ressentez est réel. La douleur est réelle. La nostalgie est réelle. Le vide est réel. Mais la cause n'est pas la personne. La cause, c'est qu'une partie de vous a été projetée sur cette personne et qu'elle semble maintenant hors de votre portée. Deuxièmement, vous devez commencer le travail d'intégration. Demandez-vous ce que cette personne représente pour vous. Quelles qualités voyez-vous en elle que vous n'avez pas développées en vous-même? Quelle partie de votre psyché semble-t-elle incarner? Troisièmement, comprenez que ce processus prend du temps. Carl Jung disait que l'intégration de l'anima ou de l'animus est le chef d'œuvre de l'individuation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est le travail de toute une vie. Quatrièmement, utilisez les neurosciences à votre avantage. Des chercheurs, dont Andrew Huberman à Stanford, ont découvert que la thérapie cognitivo-comportementale axée sur la rumination peut littéralement modifier la connectivité cérébrale. Plus précisément, elle réduit la connexion entre le cortex singulaire postérieur gauche et d'autres régions impliquées dans la pensée autoréférentielle. C'est une façon de reprendre le contrôle. Cinquièmement, il existe un protocole pratique qui combine Jung et Huberman. Laissez-moi vous expliquer étape par étape, chaque matin, avant de consulter votre téléphone, avant de faire quoi que ce soit. Asseyez-vous en silence pendant 5 minutes. Ne méditez pas au sens traditionnel. Observez simplement vos pensées. Et quand cette personne apparaît dans votre esprit, et elle apparaîtra, posez-vous une question spécifique. Que représente-t-elle pour moi? Pas qui elle est. Que représente-t-elle? Écrivez la réponse. Tous les jours. Cela peut être un mot. Cela peut être une phrase. Cela peut être un paragraphe. Mais écrivez. Parce que l'acte d'écrire active le cortex préfrontal d'une manière que la pensée passive n'active pas. Vous recrutez littéralement des systèmes cérébraux différents. Après 2 semaines, vous commencerez à voir des schémas. Vous réaliserez que ce n'est pas la personne que vous recherchez. Ce sont des qualités spécifiques. Ce sont des parties de vous que vous avez projetées sur elle. Et alors vient la partie cruciale.
commencez à développer ces qualités en vous-même. Si vous avez projeté de la spontanéité, commencez à pratiquer la spontanéité. Si vous avez projeté de la sécurité émotionnelle, travaillez votre propre régulation émotionnelle. Si vous avez projeté de la créativité, commencez à créer quelque chose. Andrew Huberman parlerait de neuroplasticité ici. Lorsque vous pratiquez de nouvelles compétences, vous recablez littéralement votre cerveau. Vous créez de nouvelles connexions neuronales. Et les anciennes connexions, celles qui vous maintenaient prisonnier de cette personne, commencent à s'affaiblir par manque d'utilisation. Carl Jung appellerait cela le retrait de la projection. Vous retirez les parties de vous que vous avez placées sur cette personne et vous les réintégrez en vous-même. Et le plus intéressant, lorsque vous faites ce travail, l'obsession diminue naturellement. Pas parce que vous avez forcé, pas parce que vous avez réprimé, mais parce que vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur ce que vous avez maintenant à l'intérieur. Sixièmement, comprenez le rôle du sommeil dans ce processus. Andrew Huberman a expliqué dans plusieurs épisodes que le sommeil paradoxal, ou REM, est le moment où votre cerveau traite les émotions de la journée. Pendant le sommeil paradoxal, l'activité de l'amygdale, le centre émotionnel du cerveau, diminue significativement. Cela permet aux souvenirs émotionnels d'être retraités de manière moins intense. Mais voici le problème. Si vous passez votre temps à penser à cette personne avant de dormir, vous alimentez littéralement la rumination au moment où vous devriez vous préparer au traitement émotionnel. Vous donnez plus de matière à votre cerveau pour qu'il la traite de manière distordue. Le protocole est simple. 1 heure avant de dormir. Pas de réseaux sociaux, pas de stalking digital, pas de regarder de vieilles photos. Rien qui active l'image de cette personne dans votre esprit. Au lieu de cela, des activités qui recrutent d'autres réseaux cérébraux, lecture, musique calme, conversation légère avec des personnes présentes, ce n'est pas pour fuir, c'est pour donner à votre cerveau l'espace dont il a besoin pour traiter sans renforcer les boucles neuronales négatives. Et voici quelque chose que Carl Jung aurait adoré savoir s'il avait eu accès aux neurosciences modernes. Pendant le sommeil paradoxal, le Default Mode Network, le réseau du mode par défaut, reste partiellement actif. Cela signifie que les rêves impliquent souvent un traitement identitaire et relationnel. Et devinez qui apparaît dans les rêves lorsque vous projetez fortement? C'est la personne. Toujours la personne. Carl Jung a analysé plus de 80 000 rêves au cours de sa carrière, et il a découvert que les rêves ont une fonction compensatoire. Il tente d'équilibrer la psyché en montrant ce que la conscience ignore ou supprime. Si vous rêvez répétitivement de cette personne qui n'a jamais été la vôtre, votre inconscient essaie de vous montrer quelque chose. Il essaie de vous faire voir que l'obsession n'est pas à propos d'elle. C'est à propos d'une partie de vous qui a besoin d'attention. Prêtez attention aux rêves. Notez-les. Pas pour les interpréter littéralement, mais pour observer des schémas, pour voir ce que votre inconscient essaie de compenser. Septièmement, acceptez que ce processus n'est pas linéaire. Vous aurez des jours où il vous semblera que vous avez surmonté, des jours où vous ne pensez presque plus à elle, et puis, de nulle part, quelque chose déclenche le souvenir, une chanson, une odeur, une phrase, et vous vous retrouvez au point de départ. Ce n'est pas un échec. C'est ainsi que fonctionne l'intégration. Carl Jung disait que l'individuation n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Vous revisitez les mêmes thèmes, mais chaque fois d'une perspective différente, chaque fois avec plus de conscience, chaque fois avec plus de capacité à voir ce qui était auparavant invisible. La neuroscience le confirme. Les schémas neuronaux consolidés ne disparaissent pas instantanément. Ils s'affaiblissent graduellement avec le désuétude et sont remplacés par de nouveaux schémas. Mais cela prend du temps. Et pendant ce temps, les anciens schémas peuvent être réactivés par des déclencheurs externes. La clé est de ne pas vous culpabiliser lorsque cela se produit. Observez, notez le déclencheur, notez la sensation. Et ensuite, retournez au travail d'intégration. Chaque fois que vous faites cela, les anciens schémas s'affaiblissent un peu plus. Et les nouveaux schémas, ceux que vous créez consciemment, se renforcent. Huitièmement, envisagez de rechercher une aide professionnelle. Si cette obsession interfère significativement dans votre vie,
si elle affecte votre travail, vos relations réelles, votre capacité à fonctionner. Envisagez de travailler avec un thérapeute jungien ou un professionnel qui comprend à la fois la dimension psychologique et la neurobiologique. Il existe des techniques spécifiques pour travailler sur les projections. Des techniques comme l'imagination active, que Carl Jung a développées, combinées à des approches modernes basées sur les neurosciences, peuvent accélérer significativement le processus. Vous n'avez pas besoin de faire cela seul, en fait. Il est souvent plus efficace de le faire avec les conseils de quelqu'un qui comprend le terrain. En termes pratiques, cela signifie que vous pouvez entraîner votre cerveau à sortir de la boucle. Mais cela nécessite de la pratique, cela nécessite de la constance. Et cela nécessite de comprendre ce qui se passe réellement lorsque vous pensez sans cesse à cette personne. Vous ne vous souvenez pas de quelqu'un, vous rencontrez des parties perdues de vous-même. Des parties que vous avez projetées sur un visage, sur un nom, sur une présence qui semble maintenant essentielle. Et la seule façon de récupérer ces parties, c'est de les retirer de la projection et de les intégrer en vous. C'est ce que Jung appelait le retrait de la projection. Et il disait que lorsque nous faisons cela, lorsque nous voyons enfin l'autre tel qu'il est réellement, et non comme notre fantasme, alors quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous devenons entiers. Nous n'avons plus besoin de quelqu'un pour nous compléter, parce que nous nous complétons internement. Nous n'avons plus besoin de projeter, parce que nous intégrons. Nous n'avons plus besoin d'un autre magique, parce que nous devenons notre propre magie. Et ironiquement, c'est exactement à ce moment-là que nous devenons capables d'aimer véritablement. Pas l'amour de projection, pas l'amour de fantasme, pas l'amour de nécessité, mais l'amour de présence, l'amour qui voit l'autre tel qu'il est, l'amour qui n'a pas besoin d'illusions pour exister. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui arrive fréquemment et qui illustre cela parfaitement. Beaucoup de personnes qui font le travail d'intégration rapportent quelque chose de curieux. Après des mois ou des années à travailler sur elles-mêmes, elles finissent par recroiser cette personne, soit par hasard, soit lors d'une réunion d'anciens élèves, soit grâce à un algorithme de réseau social. Et quand cela arrive, quand elles voient enfin la personne réelle après avoir fait le travail interne, quelque chose de magique et de perturbant se produit en même temps. La personne semble différente, pas physiquement, mais l'aura, la présence, la sensation qu'elle causait. Tout cela a disparu. La personne apparaît maintenant normale, humaine, avec des qualités et des défauts comme n'importe qui d'autre. Et la réaction la plus courante est de penser « Comment ai-je pu être obsédé par ça pendant des années ?» Ce n'est pas que la personne a changé. C'est vous qui avez changé. Vous avez retiré la projection. Vous avez intégré les parties de vous que vous aviez placées en elle. Et maintenant vous voyez ce qui a toujours été là. Une personne ordinaire, avec son propre parcours, avec ses propres problèmes, sans aucune capacité de vous compléter. Parce que cette capacité n'a jamais existé en dehors de vous. C'est la preuve que le travail a fonctionné. Et le plus beau dans tout ça, quand vous arrivez à ce point, vous ne ressentez pas de colère, vous ne ressentez pas de ressentiment, vous ne ressentez pas de honte pour les années perdues. Vous ressentez de la gratitude, parce que cette personne, sans le savoir, sans rien faire de conscient, a été le catalyseur pour l'un des travaux les plus importants de votre vie. Elle vous a montré ce qui devait être intégré. Elle a été le miroir où vous avez finalement vu vos propres parties perdues. Et pour cela, d'une manière étrange et profonde, vous pouvez même lui être reconnaissant avant de continuer. Je veux reconnaître quelque chose d'important. Ce type de contenu, connectant Jung avec les neurosciences modernes, exige une recherche profonde, des études académiques, des épisodes spécifiques du Huberman Lab, une intégration soignée de concepts que le monde académique maintient généralement séparés. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté sur quelque chose que vous portez depuis des années, si elle a expliqué un schéma que vous ne compreniez pas, si elle a apporté un peu de paix à un esprit qui n'arrête pas de ruminer, considérez soutenir ce travail. Le bouton de Super Thanks est là pour ceux qui veulent faire partie de cette communauté de manière plus active. Ce n'est pas une obligation, mais c'est ce qui permet à ce type de contenu de continuer à exister sans compromis avec des sponsors qui dictent ce qui peut ou ne peut pas être dit. Votre soutien a un impact réel.
Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose. Pensez à la personne que vous n'arrivez pas à oublier, celle qui n'a jamais été la vôtre, mais qui semble occuper un espace permanent dans votre esprit, et demandez-vous ce qu'elle représente pour vous. Pas qui elle est, mais ce qu'elle représente. Spontanéité, liberté, créativité, force, vulnérabilité, passion, quoi que ce soit. Cela vous appartient. Cela vous a toujours appartenu. Vous n'avez juste pas encore développé cette partie. Et tant qu'elle restera projetée sur une autre personne, vous continuerez à être pris au piège dans cette boucle. La libération commence lorsque vous comprenez que le voyage ne consiste pas à obtenir cette personne. Le voyage consiste à réintégrer les parties de vous que vous avez projetées sur elle. Jung le savait. Andrew Huberman a validé la neuroscience derrière cela. Et maintenant, vous le savez aussi, dans les commentaires. Dites-moi, qui est cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? Quelle qualité d'elle désirez-vous secrètement avoir en vous-même? Soyez honnête, parce que l'honnêteté est le premier pas vers l'intégration. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, vous ne pensez pas à quelqu'un, vous pensez à des parties perdues de vous-même, vêtues du visage d'une autre personne. L'heure de récupérer ces parties, c'est maintenant.